but, enculé! Ta gueule! Viens ici, sale enculé! Allons! Salut les lapinous, aujourd'hui on va parler du Surfeur d'argent, d'une super série japonaise des années 80, et on finira avec un petit cadeau bien joli qu'on m'a fait cette semaine. Allez, on envoie le bousin. La lecture de la semaine, c'est encore un album Panini regroupant les premières aventures du Surfeur d'argent entre 1966 et 1969. Regardez si elle est pas belle cette couverture. Le Surfeur d'argent est né en 1966 dans les pages de Fantastic Four numéro 48 sous le doigté habile de Jack Kirby. Et c'est donc cette première apparition qui nous est présentée, suivie de la suite dans Fantastic Four 49 et numéro 50 de 1966. Ces aventures ont pu être lues en France dans l'album numéro 2 des Fantastiques chez Lug. Ah ouais, c'est vrai. On retrouve aussi le coup de patte de John Buscema qui nous livre les origines du Surfeur d'argent tiré de Silver Surfer numéro 1 d'août 1968, chose que nous avions pu lire dans Nova. Puis le numéro 2 d'octobre 1968 où le Surfeur d'argent rencontre des aliens. Épisode vu par les plus chanceux d'entre nous dans Fantasque numéro 3. Le reste de l'album nous livre les épisodes 3 à 6 avec le Surfeur d'argent aux prises avec Mephisto. Et il conclut comme d'habitude avec les couvertures originales, toujours aussi belles à regarder. L'ouvrage est de qualité, avec des pages glacées non lavables et une qualité de lettrage et de traduction qui nous permet de constater que les éditions Lug n'avaient pas censuré ces épisodes, en tout cas pas ces épisodes-là. Tout est assez fidèle, il n'y a pas d'onomatopées qui ont été effacées et aucune image n'a été enlevée. C'est rare de pouvoir le dire quand on parle des éditions Lug. Donc je conseille ce magnifique album de beaucoup de pages, je ne les ai pas comptées, à ceux qui n'ont pas eu la chance de le posséder à l'époque des revues lugiennes. C'est que du bonheur. Bon bah on enchaîne avec la série de la semaine, je crois que c'est Sankukai, c'est ça? Ouais, c'est ça. Regardez ce que j'ai récupéré, bande de petits fripons. Le coffret Sankukai, l'intégrale avec les versions originales sous-titrées, non censurées. Et tout cela pour la modique somme de 2,50 €. Combien tu dis? 2,50 €, vous avez bien entendu. Alors tout de suite, on apprécie la beauté de ce boîtier cartonné avec les lettres en relief. C'est très joli. À l'intérieur, 4 disques regroupant les 27 épisodes de la série, plus un CD consacré au film qui précède la série, appelé Les Évadés de l'espace. Mais c'est quoi ça encore? C'est le film qui a servi de base à Sankukai. Il est sorti en avril 1979, soit 5 mois avant la série. Ah bon? En France, à ce moment-là, c'est la folie Goldorak. Les Évadés de l'espace ont profité de la sortie au cinéma de Goldorak pour être diffusés assez timidement dans les salles, surfant aussi sur le succès de Star Wars qui sortait également à l'époque. Alors pour ceux de ma génération, on a retenu bien évidemment la chanson du générique qui était assez efficace. Mais que reste-t-il de l'histoire? On garde un souvenir nostalgique parce qu'il est le premier du genre à être importé en France. Des combats, des acrobaties et des cascades impressionnantes et des personnages hauts en couleur nous reviennent en tête. Revoir Sankukai avec un œil adulte prêt à sourire devant les trucages et les costumes dépassés, mais quand même il y a un je ne sais quoi de nostalgique. Non mais sérieux, vous avez vu les costumes? Une combinaison en filet garni avec résille du dimanche, des lunettes de ski et un torchon blanc à la Laurence d'Arabie. Les genouillères du skater qui pètent, encore qu'elles ne sont pas efficaces quand même. Regardez-moi cet abruti en train de faire sa roulade là. Et en plus il se nique le genou. Allez, je vous repasse encore un coup pour la déconne. Et pourquoi il roule comme ça lui? Je sais pas. Du côté de la programmation française, Sankukai répond au dessin animé américain diffusé en 1979 sur TF1 qui s'appelait La Bataille des Planètes. La série nippone est diffusée alors sur Antenne 2 dans Récréa 2 à 17h30 le samedi à partir du 15 septembre 1979 jusqu'en mars 1980. Cette série de SF japonaise à transformation et baston acrobatique s'est inspirée bien sûr du film Les Évadés de l'espace dont je parlais tout à l'heure, lui-même pompé sur Star Wars avec des effets spéciaux à la Star Wars ou même à la Galactica. Sankukai est bien la copie japonaise de Star Wars avec un scénario identique. On y parle d'hégémonie, d'un empire qui domine l'univers et dont les plans sont contrariés par des rebelles. Si Spectreman aurait dû être la première série à être programmée en France, elle est remplacée par Sankukai, par Antenne 2 qui comptait bien surfer sur le succès du film de Lucas. Le jeune public conquis par Star Wars retrouvait dans Sankukai les codes qui fonctionnaient dans le film de Lucas. Un jeune héros fougueux qui a perdu sa famille, appelé Hayato, et qui se la joue un peu Luke Skywalker. Un baroudeur de l'espace, à la Han Solo,
qui était interprété par Ryu. Seaman, l'homme singe, faisait office de Chewbacca avec son regard figé de figue éclatée. Le robot Sidero ressemblait à R2-D2, sans oublier la mystérieuse Eolia en guise de princesse Leia. Il y a aussi un Faucon Millennium qui a son équivalent dans le Sankukai. À l'époque, les articles disaient que son nom signifiait Terre, Lune, Soleil. Et ben c'est pas vrai. Il désigne une forme martiale proche du karaté, mais dans le genre acrobatique, tu vois. Ah bon? Mais on s'en fout du pompage, parce que ce qui nous enthousiasmait à l'époque, c'était les coups de pied sautés, les sauts périlleux inutiles et les luttes au sabre. Ça pétait sa race quand même. Oh putain, t'as vu comment il a poussé le stage? Regarde-le, le pauvre, il est complètement essoufflé là, en train d'essayer d'occuper l'espace en battant les bras. Pauvre bête, moi ça me rend triste pour lui quand même. Hein. Alors pour une fois, la Terre n'est pas convoitée. Là, il s'agissait de 3 planètes du 15e système solaire de la galaxie, composées de Sheita, Analis et Belda. Les méchants sont les Stressos, à la tête desquels Comenor et Volcor, vêtus de casques et d'amples capes que ne renierait pas Dark Vador, obéissent au mystérieux empereur Golem 13, que personne n'a vu. Ah mais putain, mais arrêtez de surjouer les gars. Vous êtes pas obligés de faire des grands mouvements avec vos capes là. Avec des moyens de destruction énormes comme les Lazérolabs, des gros engins volants commandés à partir d'un énorme vaisseau spatial, le Cosmosaur, les Stressos mènent une guerre sans pitié. Sinon, ils envoient souvent des ninjas et des monstres pour foutre la merde sur les planètes. Mais Ayato, Ryu, Seaman, Sidero et Eolia se mettent en travers de leur chemin. En plus d'utiliser les arts martiaux, Eolia offre aux héros le Sankukai, équipé de plusieurs vaisseaux de combat. Eolia se contente de l'Azuris. Bien que vieillot et kitschos aujourd'hui, la série conserve un cachet nostalgique sympa, avec cette croisade pour la paix et la liberté, ponctuée de luttes acrobatiques et de chorégraphies stylées. Je me souviens que j'avais la BD de Sankukai, le tome 2, nommé Vocean, publié chez Dargo en 1979. Par contre, j'ignore ce qu'elle est devenue. Après, il faut avouer que ce qu'on a retenu, c'est la chanson française d'Éric Chardin et de Didier Barbelivien. Les mecs ont complètement changé le thème, le procédé est discutable et peu respectueux de l'œuvre originale, mais il faut bien reconnaître que la mélodie du générique est devenue inoubliable. Ok, c'est assez puéril, mais quand même, Sankukai garde un petit cachet particulier, surtout grâce au doublage français assez réussi. Revoir la série, c'est redécouvrir un univers chargé d'émotions, d'espoir, et avec quelques métaphores, ça rend l'histoire moins infantile qu'elle n'y paraît de prime abord. Ah bon, t'es sûr de ce que tu dis là? Parce que ça te fait bizarre quand même. Non, hein. ça fait pas mal au sein de revoir cette série. Donc tu la conseilles alors, hein? Faut qu'on la regarde, c'est ça? Oh bah tu fais ce que tu veux ma couille, mais moi ça m'a pas dérangé de la revoir, voilà. C'est une série sympa. Non sérieux, t'as regardé toute la série? Bah ouais. Et t'as survécu? Oh tu sais, y a pire. Genre quoi? Bah genre ça. Oh putain, je l'avais oublié celui-là. Allez, on enchaîne avec le jouet vintage. Pour terminer ce mag, je voulais vous montrer le petit cadeau superbe qu'on m'a fait cette semaine. Cette fois-ci, ce n'est pas un gadget ou un jouet digne des couilles de ma sœur ou de tout ce qui marche à pile, mais plutôt une belle figurine stylée en résine de je sais pas quoi, entièrement peinte à la main, probablement par un Laotien. Un beau chevelu blondiné en pagne de peau de bête qui lui gratte certainement les bonbons, nommé Kevin Plunder, mais que les abonnés de la chaîne auront reconnu puisqu'il s'agit du fringant et musculeux Khazar. Portant beau le poignard d'une main ferme et déterminée, la terreur de la jungle est accompagné d'un beau minou appelé Zabu, toute griffe étant dehors. Ce qui fait son poids le bestiau, je l'ai pesé et il fait 502 grammes. 502 grammes de figurine, on se fout pas de votre gueule quand même chez Iglemos. Le tout est logé dans un coffret trélé à l'écrin plastique garanti pas waterproof. C'est un très beau cadeau qui trône fièrement sur l'étagère Marvel de mon bureau. Voilà, c'est fini mes loulous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau mag. À bientôt! Putain, je me suis piqué le genou! Putain de saloperie de genou!